Dans l'épisode précédent. Soyez indulgents, c'est ma première fois. J'ai pas vu le serpent! Pourquoi pas faire quelque chose d'original? Ah, sa mère! C'était vraiment, je crois, le pire moment de la journée. Alors ici, vous avez notre nougat de Montélimar. Et comme si les garçons, soyez pas trop ambitieux. Vous êtes que des êtres humains, messieurs. Par exemple. Hein, par exemple. Vas-y, roule! Au caniche. Salut la bande, alors on se retrouve ici devant le BNB Hotel à Montélimar au départ de l'étape 7. On va aller à Pont-Saint-Esprit dans un premier temps, et ensuite on se dirigera vers Roquemaure. 7ème étape bien ensoleillée en tout cas. Ouais, je crois qu'on est bien, on a mis la crème, on est prêt. Alors on monte sur les vélos, on y va? On y va? Allez, c'est parti! Bah moi je me suis entraîné pendant 6 mois, ouais. On s'est bien préparé, hein? Bah pas mal quand même, ouais. Ouais. On a fait du fond, pas mal, de la natation aussi. Beaucoup, Un peu de montagne. Oui. Et puis la préparation le soir avant, elle était... On a bien mangé, hein? Protéines, tout. Ouais, non, franchement, c'était un truc qu'on pouvait partir pour tout tranche, je pense. Ouais. C'était pareil. Ça va être compliqué pour le fessier, donc prenez toutes les mesures nécessaires pour essayer d'éviter, surtout qu'ils enchaînent pour 2 jours. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Puis comme c'est les garçons, soyez pas trop ambitieux. Vous êtes que des êtres humains, messieurs. Moi je pense qu'on fait 20 bornes, mais ventre à terre. Oui, mais pas maintenant tout de suite. Non, mais là à fond. Il faut s'échauffer. Après on a 60. On fait pas fort. 60 on fait les 60 en route cœur. Tu voulais aller à fond, arriver à la première étape pour faire cette première interview. Ouais, on a été un peu court avec le temps. Oui, mais je t'ai quand même senti tendu. Moi, je voulais d'abord m'échauffer. Je voulais d'abord pédaler gentiment, m'échauffer pour cette grande étape qui nous attendait. On se croirait à Ride. Ça ressemble un peu à Ride. Ouais, c'est un peu Ride. C'est un peu Ride avec le petit canal. Ouais, vraiment. Mais... En compagnie d'Antoine, lui, chantier. Antoine. Pas finir tant que je suis là, dans un moment je le dépose. Voilà, c'est dit. Non, mon déco. Là, c'est tout droit. Ouais. Hop, stop. Non, mais on passe là. Voilà, et ben là, première faute, tu vois. Il ne s'est pas arrêté, il y a un stop. Il faut y apprendre comment faire. Ça ne joue pas. Quand il y a un stop, on s'arrête. Ben je vais y dire. Je vais vers lui. Vous comprenez un peu ma détresse ou bien? Hein? On s'arrête, on stop. T'as ça dans les oreilles toute la journée. C'est insupportable. Non mais, alors, je vais aller y dire. Antoine, on s'arrête, on stop. Eh grand, on est dans une campagne, il a personne. Là, t'as dû encore laisser passer la voiture. Non mais on est dans une campagne, il a personne. On s'arrête, on stop. C'est un bon Soch. Un bon petit Soch. Regarde, il y a un Soch Star. Je peux vous expliquer ce que c'est un Soch. Un Soch, c'est un Suisse.
Tu vois, Luc, c'est un Suisse. Voilà, je suis un Suisse. Il Ça veut respecte dire les règles. je suis carré Voilà. et j'ai appris les bases. Lui, Moi, j'ai du sang italien un peu. voilà, ben on a la réponse à ça. Non, je veux dire, quand il y a un stop, on s'arrête au stop. Oui, oui. J'avais pas envie de mourir les premières 20 minutes. Mais faut aimer le danger un peu. Oui, alors, moi le danger c'est déjà de faire l'étape avec toi. C'est impossible. Voilà. Mais si jamais on s'arrête au stop, ça on l'apprend, en voiture, à vélo, comme vous voulez, dès qu'il y a un stop, on s'arrête. Oui, papa. Voilà, donc là, le stop, je pense que je ne l'ai pas bien vu, Il est mais énorme. on voit que ça peut arriver. Ouais. Voilà, mais là, en l'occurrence, j'ai aucune excuse à me donner. Il montre l'exemple. C'est bien. Hop là. Alors, on est ici, dans la maison d'hôte Lemas des Îles. C'est juste à côté de Pont-Saint-Esprit. On voulait faire un petit crochet avant de rentrer vraiment dans la ville pour venir parler d'une fameuse histoire qui s'est passée en 1951. Il y a une sorte de folie complètement généralisée dans toute la ville de Pont-Saint-Esprit. Il y a eu 300 personnes qui se sont devenues complètement folles. Et on a rendez-vous avec Aline Fromanger pour nous en dire un peu plus. Aline Fromanger, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui vous a amené déjà à Pont-Saint-Esprit et comment vous êtes venu à vous intéresser à cette fameuse histoire du pain maudit? Eh bien, j'ai déménagé à Pont-Saint-Esprit et au départ, j'avais l'impression que cette ville était un peu morte, qu'il y avait du potentiel au point de vue historique. Je me suis beaucoup intéressée à la région, où j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Et notamment, à Pont-Saint-Esprit, c'est une ville médiévale, principalement, et qui a notamment cette histoire du pain maudit qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous raconter d'où ça vient, comment ça s'est passé? Alors donc c'était contexte après la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est passé en 1951, en plein été, il faisait très chaud, tout ça, et ils étaient en train de préparer une fête votive qui était très important pour le village. Et il y a eu le médecin qui a constaté au milieu du mois d'août, vers le 16-17 août, des gens qui avaient des petits empoisonnements, et puis ça a augmenté, jusqu'au 25 août, où alors là, c'était une folie générale. Il y a eu quand même 30 internements, et on dit une petite dizaine de morts. Donc c'était, pour un village de 5000 habitants, c'était quelque chose de très très important. Maintenant, quelle était la cause? Alors la cause, on a cherché, on a vu que tous ces gens avaient un point commun, c'est qu'ils s'étaient servis dans la même boulangerie du pain. Et donc la boulangerie de monsieur Rochebriand. Alors on imagine l'état du boulanger quand il a su qu'il était responsable de tous ces empoisonnements. C'était 25 août, là, c'était le point culminant, c'était une folie. Les gens se jetaient de la fenêtre, ils voyaient des hallucinations, des bêtes horribles, ils hallucinaient en voyant des morts qui revenaient. Enfin bon, on imagine comment ça pouvait être important. C'est le dimanche matin, vers les 11h, que je suis allé à la boulangerie. Monsieur Briand était absent et j'ai dit à sa fille qui servait, j'ai l'impression que votre pain est toxique. Et elle m'a répondu, vous n'êtes pas le premier à me le dire,
évidemment, il doit y avoir quelque chose d'anormal. Justement, là, ils en ont déduit assez rapidement que le point qui reliait tout ça, c'était le pain. Ça venait de ce boulanger. Alors, on a fait des expertises à Marseille et ils ont dit que probablement ça venait de l'ergot du seigle. L'ergot du seigle, c'est une maladie qu'on appelle aussi ergotisme, mais qu'on appelait au Moyen-Âge, c'était très connu, le mal des ardents. Le mal des ardents, ça produisait des hallucinations comme ça. Et il y a même un tableau de Jérôme Bosch où il y a le mal des ardents. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Mais je n'ai pas eu des hallucinations totales comme d'autres l'ont eu. Ainsi, je peux très bien témoigner, ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus. Comme je disais tout à l'heure, elle avait 5 ans et demi à ce moment-là. Eh bien, elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. On a des hallucinations comme le LSD. Alors, comme si on prenait du LSD. Comme si on prenait du LSD. Alors il y a eu le boulanger, l'ergot du seigle, mais après, donc ça a été la version officielle. Il y a certains documents de la CIA qui ont été déclassés. Du coup, on a relancé cette histoire qui date quand même de 1951 en 2007. C'est assez récent. Donc en gros, il y a le pain, la CIA avec le LSD. J'ai entendu dire qu'il y avait encore peut-être les machines avec le blanchiment de la farine. Alors, on n'en sait rien. Le point important, c'est voir que c'était une époque qui avait un contexte particulier. On était après la guerre, on venait d'arrêter les tickets de rationnement, les gens n'avaient pas tous à manger, et le pain, ça a toujours été en France, l'aliment principal de la population. Et dans ce contexte, la farine la production et la distribution de farine était gérée par l'État, de manière à ce que tout le monde puisse avoir la farine dont il avait besoin avant de pouvoir relancer l'agriculture partout en France. Où étaient les responsabilités, chez le boulanger Briand ou chez son fournisseur de farine? Je ne considère pas M. Briand comme ayant une responsabilité majeure dans l'affaire. Les responsabilités doivent être partagées, à notre avis, par le boulanger qui a continué de panifier de vendre du pain, malgré l'avis contraire de docteur, ce que vous venez de dire, et par l'Union meunière qui n'a pas tenu compte des réclamations qui lui avaient été présentées par plusieurs boulangers de la région. L'hypothèse la plus probable aujourd'hui, ce serait qu'il n'y a que 2 sacs de farine qui ont été contaminés, que ces 2 sacs aient touché un produit toxique lors du transport. Ce qui serait plus logique, ouais. Parce que en fait, au-delà du 25 août, c'est retombé et il n'y a plus rien eu. Mais impossible de savoir. Savoir, et les hypothèses sont nombreuses et vont un petit peu dans tous les sens. Le boulanger Briand vend toujours du pain, mais il a refusé de nous parler. Les victimes sont presque toutes sur pied. La vie a repris à Pont-Saint-Esprit où l'on n'achète plus tellement de biscottes. Mais actuellement, où allez-vous l'acheter, votre pain? Maintenant, nous allons, comme d'habitude, monsieur, chez divers boulangers, et notamment chez M. Briand. Et son échoppe, elle est encore visible? Le shop est encore visible. Il est ouvert ou? Non, c'est pas ouvert, c'est plus une boulangerie maintenant. Non, c'est fermé. C'est dans la rue principale du centre-ville de Pont-Saint-Esprit. Bon, alors on a fait un peu du sensationnel, maintenant on va aller voir les beautés que nous offre le village de Pont-Saint-Esprit. Merci beaucoup. Eh mais
incroyable cette histoire sur le pain là. Ça m'a presque donné faim. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute Luc, on va aller manger je pense, mais peut-être pas chez le boulanger. Ah non, pas chez le boulanger, non. On va se diriger sur Roquemort, le village des amoureux. Ok. On va aller voir si les Roquemorois et Roquemoroises sont romantiques. Alors on y va. Allez, départ. Bah, on a joué un peu sur ça. Ouais, on a fait la blague, ouais. On a mangé, je pense, deux gros bouts de pain chacun. Hein? Ouais, on a osé, ouais. Puis on est encore là, donc puis il me semble pas qu'on est devenu fou vu qu'on l'est déjà, je pense. On est des dingues, nous. Ouais. On aime le challenge. Moi, je crois que j'ai même mangé 3 morceaux. Je crois bien. À la base, on voulait faire un micro-trottoir sur l'amour parce qu'il y a les reliques de Saint-Valentin qui sont à Roquemort depuis les années 1800. Et puis du coup, on est arrivé sur place et il y avait personne. C'est un village dortoir, il n'y a plus personne qui vit. C'était vraiment mort, quoi. Ah oui, non, puis vraiment, vraiment. Il y avait un bistrot avec 2-3 voyous qui buvaient des verres. Voilà. Puis, tu te rappelles, on allait faire le tour quand même du village à vélo juste pour voir si on trouvait une guinguette, un petit truc, puis on a vu que pas âme qui vive, ouais. Mort, ouais. Du coup, on a dû se retourner, donc on a commencé un peu à chercher sur internet ce qu'il y avait à faire. Et puis à quoi 10 bornes, je crois. 10 bornes, 10-15 bornes de là, il y avait on a eu du bol, quoi. Il y avait un encaveur qui a bien voulu nous accueillir, un peu à la sauvette. Il fallait quand même faire ces 10 bornes en plus. On en avait quand même déjà bien assez. Ça, c'était pas évident. Ouais. Voilà, Antoine, on est à la fin de l'étape 7, hein, mais je crois que tu as encore une visite à nous proposer. Voilà, donc on va finir en beauté. On a découvert une petite pépite, c'est le château de Manicy qui est réputé à Tavel pour notamment son rosé. Ah ouais. Donc on y va, on va goûter. Volontiers. Allez. Bonjour. 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 Bienvenue au château de Manicy. Merci. Merci. Je vous laisse me suivre, on va aller dans l'antre du château. Avec plaisir. Alors vous nous avez fait descendre dans ces cuves historiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'histoire du château de Manicy? Oui, alors le château de Manicy, c'est un domaine qui a été créé au XVIIe siècle par la famille Lafarge à but d'y habiter parce qu'ils exploitaient les carrières de marbre. Au début du XXe siècle, il a été donné à l'église locale et donc c'est les sœurs et les pères qui sont arrivés en premier pour exploiter les terres du domaine et le convertir en un domaine agricole et y faire la culture de la vigne. Les pères, ils vont planter leur première vigne à peu près vers 1907-1908 et créer leur première bouteille de Tavel en 1915. Alors Tavel, c'est un rosé qui est très particulier, c'est un rosé de macération avec une couleur qui est beaucoup plus intense, avec beaucoup plus d'arômes et de tanins, avec une belle structure. On n'est pas sur les rosés actuels qui sont très clairs, type rosé de Provence, on est sur des rosés plutôt de table pour accompagner des repas. Donc les pères vont exploiter le domaine jusqu'en 2003 où ils vont rencontrer Florian André qui est jeune viticulteur sur Tavel et qui sort de l'école de Bonn. Lui, il va arriver ici en 2003 chapeauté par les pères. Ils vont lui apprendre leur savoir-faire et en 2004, il va récupérer la gestion entière du domaine.
Après 2004, il va arriver avec les vignes de son papa et de sa maman et il va acheter d'autres vignes par la suite. Il convertit notamment le domaine en biodynamie en 2014. Donc le mode de culture biodynamique, c'est vraiment au plus naturel possible avec le moins d'intrants. Pour l'anecdote, seulement cuivre et soufre et quelques mélanges de plantes et très peu de sulfite dans les vins. Donc vous avez du rosé, c'est votre spécialité, mais vous avez aussi du rouge et du blanc, ou c'est vraiment que le rosé? Alors Tavel, c'est une appellation 100% rosé qui fait seulement du rosé et du rosé de macération. Par contre, sur les autres appellations, notamment celle qui est juste à côté, l'Irak, on a blanc, rosé, rouge. Ici, on ne fait pas le rosé parce qu'on a déjà Tavel, mais on fait le blanc et le rouge de l'Irak. Et on a du rouge de Châteauneuf-du-Pape. Est-ce qu'on goûte ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va goûter la cuvée historique du domaine, donc le Tavel tête de cuvée qui est une cuvée créée par les pères initialement et qu'on perpétue. C'est une cuvée qui est passée de 9 à 12 mois dans les foudres, donc dans ces grosses barriques, qui va apporter un côté plutôt épicé avec des notes de cannelle, de vanille, un peu de cacao. Ça va être un Tavel qui va être plus pour accompagner sur des cuisines sucrées, salées ou épicées, parce qu'il est déjà très relevé avec son caractère. Voilà. Et vous vendez que dans la propriété ou bien aussi en grande surface? Alors celui-ci, on ne fait pas de grande surface sur le domaine à proprement parler. On fait de la grande surface bio, donc c'est pas tout à fait pareil. On a beaucoup de cafés, hôtels, restaurants partout en France. Et après, on a un petit peu d'export. À l'export, on a beaucoup l'Europe. Belgique, Italie, Espagne, hop. Et on a aussi un peu plus de grands exports type États-Unis ou Canada. Voilà. Donc vous avez une production qui est quand même assez importante. Oui, on fait à peu près 200 000 bouteilles par an. Alors pas que de celui-là, mais tout confondu, on fait à peu près 200 000 bouteilles par an. Donc c'est une très bonne production. On a à peu près 90 hectares sur le domaine, donc c'est une grosse production. On est supérieur à la moyenne des domaines de la vallée du Rhône. Voilà. Donc là, on est sur on voit la couleur est très foncée, on n'est pas sur un rosé clair comme je le disais avant. Le rosé de Tavel, c'est un rosé de macération. La durée va changer en fonction du profil qu'on va vouloir lui donner. Entre 12 et 72 heures maximum. Au-delà, on va être presque sur un rouge sur la couleur. Donc là, si vous sentez, vous allez avoir des arômes épicés, un peu apportés par le bois, un petit peu de vanille, de cannelle. Santé. Santé. Merci. Ah ouais, c'est... Très très bon. Ouais. Alors on n'a pas l'habitude de déguster ça en général. Donc là c'est vraiment pour manger, hein. Ce genre de vin, c'est plus pour un repas, parce qu'à l'apéritif, ce serait un peu lourd. Je sais pas ce que t'en penses Antoine, mais après le vélo, ça fait plaisir. Ça passe bien, hein. Ça passe bien, ouais. Après 90 kills, un petit sucre là, c'est pas mal. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. On trinque pour l'occasion. Merci. Et puis nous, on va essayer de pas trop en boire hein, pour reprendre le vélo pour reprendre la route. Exactement. Ouais, c'était cool finalement. Le vin était très bon. C'est du rosé qu'on n'a pas l'habitude de boire. Je crois que c'est du rosé pour accompagner un plat. C'est pas du rosé piscine, quoi. C'est pas du rosé de soif. Donc c'était cool de découvrir ça aussi. C'était très sympa. Puis c'était chouette aussi de descendre dans cette cave où il faisait aussi frais parce qu'on avait passé la journée sur le vélo, on avait chaud. Donc c'était vraiment une belle expérience de rencontrer cette dame qui nous a fait déguster ce grand cru en fait. Ouais, puis elle savait de quoi elle parlait, quoi. Oui, elle était calée, la dame. Ouais. Et on est reparti avec 2 bouteilles. Fabuleux. Qu'on a déjà bu. Moi pas. Ah. Bon bah merci beaucoup merci à vous d'être venu pour la dégustation. Bah, merci à vous. Pour la découverte. Voilà Antoine, 7e étape terminée, 100 km et bravo. Ouais, bravo à toi. Bien joué, bien fait, hyper beau, hyper chaud. Ouais. Demain 8e étape, on espère qu'il fasse beau aussi. On verra. Hein. Après c'est vrai que nos collègues ils disent voilà la semaine passée il n'y a plu, nous on a le beau. Il faudrait quand même qu'on leur montre qu'on peut être mouillé aussi ou bien. Ouais, je crois qu'il faut qu'on leur rende l'appareil. Hein. Alors à toi. Allez.
Elle est froide. Putain, ça enregistrait pas, mais... Elle est froide. Bah, c'était bienvenu. Moi, je voulais aller dans le Rhône à la base. Et puis, on n'a Et pas pu j'avoue, faire. on n'a pas pu faire parce que j'ai pas voulu que tu le fasses, on peut dire ça comme ça. Ouais, parce qu'il y a le Suisse qui m'a interdit d'aller dans le Rhône. J'ai pris des précautions, le Rhône, c'est pas le meilleur endroit pour se baigner, j'avais pas tellement envie de le voir partir, j'avais besoin de lui le lendemain. Et c'est vrai que, ouais, quand t'as vu qu'il y avait une piscine à l'hôtel, il n'y avait pas le choix, ouais. Non, ça faisait du bien. Après, elle était froide. voilà, puis elle était pas tellement encore prête pour la saison estivale. Hein. Je crois qu'il y avait trop de chlore ou je sais Ouais, pas trop. mais non, ça faisait du bien de se rafraîchir un peu les muscles. Donc les collègues, voilà, les gelés même. Et en plus de ça, nous on n'a pas été à Lyon et tout ça où il y a des restaurants, tu vois. Nous on est à Roquemaure, il n'y a pas un on a plein restaurant. le cul. Alors voilà. Terminé. Je vais rester un petit moment encore. Ah, j'ai fait pour moi, hein. Je l'ai pas fait pour les collègues. Non, c'est clair, Robert. Moi je suis un gros égoïste. Alors on vient de passer une nuit à Roquemaure, on a survécu au village de la mort. Et puis là on va se diriger vers Avignon pour une première étape, puis après on ira à Beaucaire pour finaliser cette 8e étape. Ouais, puis on a de la chance avec la météo de nouveau. Encore une fois, Ouais. Alors on y va. on n'est pas à plaindre. Alors c'est parti, on y va. Ah putain. Il y a quand même un élément, je pense, que tout le monde a vécu. C'est quand tu repars, les 5 premières minutes, quand tu poses tes fesses sur la selle, mais tu as l'impression, je sais pas comment expliquer. Il y a une douleur. Ouais, t'as l'impression que t'as pas de sel. Ouais. T'as juste le manche. C'est ça. Une douleur incroyable. C'est pas recommandé, quoi. Alors on est sur la 8e étape aujourd'hui à vélo, on s'arrête à Avignon. Avignon est connu pour son pont légendaire, mais derrière moi il y a un truc qui est incroyable, c'est le Palais des Papes et on va retrouver un guide touristique, Vincent Paschinelli, pour en parler. Bonjour Vincent. Bonjour, allons prendre de la hauteur. Alors Vincent, on se retrouve ici sur une terrasse qui surplombe un peu Avignon. Oui. On a derrière nous le Palais des Papes. On sait qu'Avignon c'est beaucoup connu dans le monde pour son pont. Oui. Mais quand on arrive, c'est vraiment le palais qui s'impose. Bah, alors, on connaît beaucoup Avignon, c'est vrai, avec cette chanson très connue, puisque de partout dans le monde, on l'utilise pour apprendre le français aux enfants. Donc c'est vrai qu'il y a des Australiens, il y a des Allemands, des Américains qui viennent et qui chantent la chanson sans trop savoir ce que c'est qu'Avignon. Et c'est vrai que quand on arrive, le pont c'est vraiment anecdotique, hein, parce qu'il est tout petit, contrairement au Palais des Papes qui est immense, c'est le plus grand palais gothique du monde, 15 000 mètres carrés au sol, donc forcément, quand on arrive à Avignon, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est évidemment le palais, et le pont devient après anecdotique. C'est lui qui nous fait connaître, donc on l'aime bien quand même, notre pont. Avant peut-être de parler du palais, qu'est-ce qui joue comme rôle le Rhône qu'on voit ici s'étendre dans la ville stratégiquement à l'époque? Alors la ville a été construite, donc là on est sur le rocher des Dons, c'est un rocher qui culmine à 30 mètres de haut au-dessus du Rhône. Et c'est là où la ville va être créée, hein, puisque quand au 5e siècle les Cavars s'installent à Avignon, ils créent ici un château fort et l'armée reste en haut puisqu'on a cette vue extraordinaire sur toute la région. Et évidemment on a le Rhône qui est en bas, qui a toujours été une voie commerciale depuis les Grecs.
Les Romains, évidemment, vont s'en servir allègrement comme voie commerciale. Et à l'heure actuelle, c'est toujours une voie commerciale, beaucoup moins utilisée. Hein. C'est vrai que le bateau est moins utilisé que le train ou l'avion, mais ça reste quand même, ça continue à être une voie commerciale. Et c'est cette voie commerciale qui va permettre le développement de la ville, la création et le développement de la ville. C'est aussi ça qui permet, en 1309, quand le pape veut retourner, donc il habitait en France, le pape Clément V habitait en France, il va aller d'abord s'installer sur son territoire qui est le comtat vénessin, à Carpentras, mais après il va décider de venir à Avignon parce qu'à Avignon on a le Rhône et qu'à partir du Rhône il peut voyager dans toute l'Europe beaucoup plus rapidement. C'est une voie fluviale très rapide, qui est connectée avec des grandes capitales. Hein. On avait Lyon à l'époque, il y avait Vienne, hein, il y aura le concile de Vienne qui va interdire les Templiers avec notre pape Clément V. Donc évidemment de Vienne à Avignon en bateau c'est beaucoup plus rapide qu'en charrette à l'époque, qu'en diligence. Donc c'est pour ça que c'est bien de... Enfin, le Rhône a été important pour l'installation des papes aussi, même s'ils arrivent un peu par hasard, mais c'est quand même le Rhône qui va décider l'installation des papes ici. À l'heure actuelle, c'est vrai que le Rhône, alors, il est divisé maintenant parce qu'on a cette grande île de la Barthelasse qui est au centre, qui est la plus grande île fluviale d'Europe. Et c'est vrai que le bras du Rhône qui est devant Avignon, c'est un bras qui ne sert que pour la plaisance. On a un petit port de plaisance et surtout, il sert pour faire du canoë en été. On a la possibilité de faire du canoë, donc de descendre le Rhône et de passer sous le pont d'Avignon, passer dans un pont du XIIe siècle en canoë, voilà, expérience à vivre qu'on ne peut vivre qu'à Avignon, vraiment quelque chose de magnifique à vivre, mais c'est vrai que maintenant on s'est un peu détourné de notre Rhône, il n'est plus aussi important que ce qu'il a pu être par le passé. Et si on fait un saut dans le temps pour arriver à aujourd'hui, il sert à quoi aujourd'hui le palais, à part au festival d'Avignon? Alors, au festival, on n'utilise que la cour d'honneur, hein, 1947 places à l'intérieur. Là aussi, c'est une expérience qu'il faut absolument vivre parce que voir une pièce dans le palais, vous avez 4 énormes murs du XIVe siècle avec des acteurs qui jouent, qui sont tout petits, qui jouent avec ces gradins. Enfin, c'est vraiment quelque chose de démesuré, mais il faut vraiment le faire au moins une fois dans sa vie. Et le palais est divisé en 3. En fait, il y a une partie qui est un peu un musée, hein, c'est la partie qu'on visite, qui représente à peu près 60% du palais. On a un centre des congrès et on a aussi une partie archives départementales. Mais les archives départementales, à partir de 2025, ils vont nous les déplacer à l'extérieur parce que le palais n'est pas fait pour accueillir des archives. On a des documents du XIe siècle, donc il faut un peu les protéger de l'humidité, des changements de température. Et donc cette partie-là, il va falloir 3 ans pour enlever les archives, donc à partir de 2028, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire de cette partie-là. Moi j'espère vraiment qu'ils vont nous l'ajouter à la visite. On visitera complètement le cloître de Benoît XII et l'église de Benoît XII, qui sera extraordinaire dans la visite. Déjà que la visite est extraordinaire, mais alors là on passera au niveau supérieur, ce qui sera très bien pour la ville. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Antoine, là on vient de visiter le Palais des Papes à Avignon. Franchement, c'était magnifique. Hein. Ouais, franchement c'est un truc à faire, à visiter, c'est méconnu et ça vaut le détour. Hein. Ouais, et puis c'est quoi la prochaine étape du coup? Donc là on va se diriger vers Beaucaire, nouvelles aventures. Avec plaisir, on y va. Allez go. Allez feu. Voilà, Antoine, on arrive à la fin de cette 8e étape. On a fait combien de kilomètres? Alors aujourd'hui, 55 km. Ah, petite étape. Ouais, pour les guignols aujourd'hui. C'est ça. Mais bravo quand même. Ouais, bien joué. En tout cas, on arrive ici dans un super domaine, magnifique. Et puis nous, on laisse Sébastien pour la 9e étape demain. Lui, il ralliera pour Saint-Louis-du-Rhône depuis ici à Beaucaire.
Magnifique. Moi non, moi j'étais surtout content de quitter Luc et de rentrer à la maison. Moi j'étais un peu déçu qu'il parte parce que c'était quand même mon coéquipier depuis 2 jours. Je me suis retrouvé tout seul, avec le caméraman, mais dans ce beau domaine. Ah, c'était la classe quand même. même. Ah oui, non, magnifique, magnifique. Et puis, vous avez été gâtés là. C'était pas un hôtel en plein centre-ville, il n'y avait vraiment aucun bruit. C'était ouais, vraiment magnifique. Voilà, bienvenue à Beaucaire, dernière étape de cette descente du Rhône. Ça fait maintenant une dizaine de jours que toute l'équipe de Rhône FM est sur la route. Beaucaire, Arles pour un arrêt avec un spécialiste du Rhône jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, notre point final de cette aventure. Je vous propose de partir à la découverte de la dernière étape de la descente du Rhône. J'avais pas forcément d'appréhension par rapport à la météo puisque ça faisait 14 jours que je scrutais le ciel pour voir si j'avais de la pluie au programme ou du soleil. J'aurais pas été contre un tout petit peu de pluie pour éviter les moustiques. Alors finalement j'ai eu de la chance parce qu'il n'y en a pas eu, parce que la Camargue c'est quand même une région typique pour les moustiques. Mais s'il y avait eu un peu de pluie, ça m'aurait pas trop dérangé. Alors pas un déluge à la Fabrice Mayor, mais quelques gouttes ça m'aurait pas dérangé. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Tous les jours, pourvu que ça recommence. Oh Heidi, Heidi, Heidi. Ah, je te parle petite caméra parce que sinon je me sens un peu seul. Puis j'ai l'impression de refaire de la télé, comme à l'époque. Il y a un truc là. J'ai vu un machin assez simple. Ça a l'air pas mal ici. Je trouve ça assez joli. Passez plutôt pas. Oui, il fallait bien que je parle à quelqu'un. J'ai l'impression d'être Tom Hanks, seul au monde. C'était pas un ballon, mais c'était une caméra. Ah, il y a le... Comment on dit? L'office du tourisme qui se réveille enfin après 10 jours de contact. Pour un 6-9, il propose de venir dès 8 h. Ça va coincer. Ouais, le but final, c'était quand même de faire une émission Good Morning Valley depuis Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc, on avait quand même pris contact longtemps à l'avance avec l'office du tourisme, avec la mairie. On avait essayé de les appeler pour demander si on pouvait être accueillis à un endroit pour faire l'émission entre 6 h et 9 h. Et jusqu'au jour où je suis parti, aucune réponse, aucune confirmation, rien. Sauf sur le vélo, la veille d'arrivée où là on me dit oui, c'est bon, vous pouvez venir faire votre émission dès 8 h, alors qu'on commence à 6 h. Alors finalement on a pu faire une partie avant depuis un aimable commerçant qui nous a accueillis, puis dès 8 h on a été à l'office du tourisme sur cette magnifique tour de Port-Saint-Louis-du-Roi. Mais ça a été chaud parce que jusqu'à la dernière minute, toutes les demandes de Port-Saint-Louis-du-Rhône, rien. On n'a rien eu, pas de réponse, que ce soit... Puis on a eu des réponses, par contre, le jour même où on était sur place, et c'était trop tard, et c'est dommage. Ah, ils n'ont pas fini la Via Rona. C'est con sur son trône, elle n'est pas qu'il est allemand. Dans les journaux de presse, se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Du XVIe siècle, il les appelait
Ils les appliquent tous à la lettre, ils font piquer ces imbéciles. Elle est bizarre la Biarona ici quand même. Hein, bon. C'est un peu technique. On va y aller. Hop. Passage technique. Séparation. Sécurité. Marquement de Normandie. Soldats ricains qui disent faire des pluies. Quadrille des bombes. Ah, voilà. Ça continue la Biarona. Hello, l'Hexagone. C'est un passage qui fait un peu prison parce qu'il y a des grillages de chaque côté, ça monte, ça descend, alors qu'en fait c'est un endroit où il y avait un pont entre deux mais il était fermé. On ne pouvait pas passer, donc il fallait faire ce détour, pas des plus pratiques mais on y est arrivé. Et j'arrive déjà à Arles, trop simple. Faut que je trouve 2-3 conneries encore. Des descentes de je sais pas quoi. Moi j'aime bien voir Mayor sur un vélo. Si tu veux, c'est un peu comme si tu mettais un G.I. Joe sur un vélo pour mini-pouce. C'est pas les bonnes proportions. Ça, je sais pas, vous avez vu, il a failli se prendre un bus après 2 virages. Et il est bien bâti, c'est un sportif, mais il n'a pas le physique du cycliste en fait. Donc c'est comme si vous mettez un lancer de poids sur un vélo, quoi. Enfin, ça colle pas. Ouh, la distance. Ça a été jusque-là. Magnifique. Nous voici ici à Arles, au bord du Rhône, évidemment, en compagnie d'un personnage incroyable, Luc Long. Bonjour. Bonjour. Archéologue sous-marin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait de l'archéologie sous l'eau et sous le Rhône. Le Rhône est riche? Alors le Rhône est très riche, surtout au niveau de la ville d'Arles, puisque c'est une ville antique, donc c'est par là que passait tout le commerce de la cité, qui était florissant. En même temps, ça sert aussi de dépôt, de poubelle, en quelque sorte. Donc moi je considère que c'est la première grande réserve muséale de la cité, quoi, après le musée de l'art antique. Ça veut dire que pour aller explorer le Rhône, on fait quoi? On prend un sous-marin, on plonge, comment on fait? Alors en réalité, non, pas besoin de sous-marin, on s'équipe en plongée traditionnelle en fait. Alors on ne prend pas de câble ni rien parce que c'est bon pour s'accrocher, ce qui fait qu'on est en général par deux, mais on se perd très vite parce qu'on n'y voit pratiquement rien. C'est pas bon. Il y a 30 cm de visibilité puisqu'on sait qu'il y a toujours des particules en suspension. Donc c'est vrai qu'on a de gros éclairages, on est vigilant, on regarde la réserve d'air, on essaie de se repérer. Et si on se perd, de toute façon, il arrive un moment où on doit remonter en surface et donc on est toujours un peu angoissé, mais c'est plutôt bon pour la vigilance, c'est toujours plutôt efficace dans ce type de métier. On descend en vélo jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais c'est l'embouchure du Rhône, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, c'est une embouchure plutôt moderne en réalité, mais c'est vrai que l'une des plus anciennes embouchures, elle se trouve plutôt au niveau de Sainte-Marie-la-Mer. Alors il faut dire que dans l'Antiquité, il y en avait 3 d'embouchures. Une qui allait vers le Gros du Roi à Aigues-Mortes, une qui passait carrément à Arles, c'était l'embouchure médiane, et puis il y en a une qui allait vers Fos, alors on pourrait dire vers le Port-Saint-Louis, mais c'est pas exactement à cet endroit-là qu'elle débouchait. Mais la plus importante, celle qui était visiblement la plus empruntée par les bateaux dans l'Antiquité, c'est celle qui est au niveau de la ville des Sainte-Marie de la Mer aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a beaucoup de trésors d'antiquité. C'est plutôt qu'il y a le plus gros cimetière d'épaves romaines que je connaisse, au moins pour la Méditerranée française, mais pas loin d'ailleurs pour le reste de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on a déjà une 60aine d'épaves, et encore c'est que des épaves du 1er siècle après Jésus-Christ, parce qu'elles transportaient des matières premières qui ont le mieux résisté à l'effet abrasif de la mer, alors que les épaves d'amphores en général sont très facilement déstructurées, et ensuite les amphores sont baladés par le courant, par la houle, jusqu'à aller en terre, par exemple, jusqu'à aller sur la plage, quoi. Donc c'est vrai que là on a une 60aine d'épaves, mais qui sont très concentrées devant cette ancienne embouchure, donc ça fait vraiment une zone très très riche au niveau du commerce
romain, et grec même d'ailleurs. Il y a toujours beaucoup de choses à découvrir dans ce Rhône, ou alors tout a été sorti? Ah non, le Rhône est une réserve inépuisable évidemment, puisqu'en fait, d'abord on ne peut pas tout sortir. C'est pas la politique des musées de France, ni la politique de l'archéologie en général. Hein. On n'a pas assez de réserves pour tout stocker de toute façon, et puis tout n'est pas intéressant. Il y a beaucoup de choses très répétitives en fait. Mais c'est vrai que c'est des amoncellements d'objets antiques qui ont été rejetés. Soit ils ont été jetés à l'eau, soit ils ont été emportés volontairement par le fleuve, mais ils se sont accumulés avec les gravats, et ça constitue des berges de 7 mètres de hauteur sur 30 mètres de large, qui sont constituées uniquement d'objets muséographiques, on pourrait dire. Donc c'est vraiment des réserves absolument incroyables. Ici, vous connaissez le Rhône par cœur? Je le connais assez bien, mais bon, je m'y perds encore quand même. Il y a quelque chose de particulier là où on se trouve? Là où on se trouve, on a la traversée de grands tuyaux en plomb qui alimentaient la ville, ou du moins qui alimentaient ce quartier. On ne sait pas encore dans quel sens venait l'eau. Et puis on a aussi des vestiges d'amphores. C'est vraiment tout ce qui marque le commerce fluvio-maritime de l'époque. Et Arles avait quand même elle avait un immense territoire agricole, mais elle avait quand même bâti l'essentiel de sa richesse sur les échanges avec le commerce maritime, fluvio-maritime et maritime. Aujourd'hui, vous replongez encore souvent ou... Moi, je vais attaquer dans l'année plutôt des campagnes au large de Sainte-Marie-de-la-Mer, ça sera en septembre. Mais oui, on continue à plonger chaque année, bien sûr, avec une équipe. Et puis j'ai même une équipe de jeunes étudiants que j'ai formés, qui aujourd'hui travaillent pour le musée d'Arles et qui constituent leur propre équipe. Donc ça va, on a pu passer aussi le relais. Mais je continue en parallèle. Mais vous cherchez quelque chose en particulier ou pas? Non, pas spécialement. L'archéologie, c'est pas forcément... on n'est pas des chercheurs de trésors en réalité. Mais on suit des programmes de recherche. Donc moi, c'est l'étude du port fluvial et de l'avant-port fluvio-maritime d'Arles au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc je continue et on avance chaque année, on continue à faire des explorations, donc des campagnes comme ça de prospection, et ensuite des sondages mais on ne fouille pas tout le Rhône, bien sûr, c'est impossible. Luc Long, merci beaucoup. Merci à vous. On a découvert le Rhône avec vous d'une façon différente. Eh bien écoutez, je vous convie à venir plonger un jour avec moi, vous verrez, ça sera encore plus différent. Peut-être pas tout de suite, là je vais continuer à faire un petit peu de vélo et puis peut-être un jour, on plongera. En tout cas, les silures sont nos amis, vous risquez rien. Peut-être, je préfère les filets de perche moi. Mais... Luc, c'est incroyable cette rencontre parce que c'est un auditeur de Rhône FM qui, quand on avait débuté l'aventure, nous a appelé pour dire « Mon beau-père, il est archéologue sous-marin et il connaît très bien le Rhône. C'est lui qui a fait le musée du Rhône au Sainte-Marie-de-la-Mer. » Enfin, genre de contact hallucinant qui peut se produire qu'en Valais. Et puis effectivement, on prend contact avec lui, on rencontre cette personne sur place. Et il se trouve, et c'est ça qui m'a le plus halluciné, c'est que c'est quelqu'un qui a découvert un des 2 seuls bustes de Jules César réalisé de son vivant. Donc c'est une découverte incroyable. Et puis qu'on puisse le rencontrer, enregistrer avec lui. En plus, ce qu'il dit, c'est génial parce qu'on n'imagine pas que sous le Rhône, il y a autant de trésors. Et ça fait partie des belles rencontres de cette descente. Sur la fin du parcours, il fallait commencer un petit peu à meubler parce que j'avais le bus Rhône FM qui était à côté, qui me suivait. J'avais Benoît avec son gros objectif qui me filmait. Puis je sentais qu'il avait besoin de contenu parce que ça a été un petit peu le problème de l'équipe multimédia que je remercie tout au long de ces 2 semaines, qui avait besoin qu'on anime un petit peu tout ça. Donc, comme je ne suis pas un humoriste dans l'âme, que je ne suis pas très drôle, que je ne suis pas télévisuel, alors j'ai fait des blagues nulles, mais j'ai fait des blagues. Tu sais,
quand deux mouettes, elles ont un seul morceau de pain, ce qu'elles font? Non. Font mouette-mouette. Il arrive encore à faire de l'humour. Elle est bonne, hein? Elle est pas mal. Tu sais pourquoi les flamants roses, ils lèvent qu'une patte? Non. S'ils levaient les deux, ils tomberaient. Et voilà, le point d'arrivée, Port Saint-Louis-du-Rhône. C'est ici que se termine cette Via Rhôna, c'est ici que se termine l'aventure de la descente du Rhône à vélo. Pendant 2 semaines, nous sommes à quelques mètres de l'embouchure du Rhône, ici sur cette plage Napoléon. C'est ainsi donc que se termine cette émission. Merci à toutes les personnes de Rhône FM qui ont collaboré, qui ont pédalé, qui se sont mouillés pour certains. Merci à toutes les personnes qui ont réalisé cette émission. Et puis à bientôt sur Rhône TV et Rhône FM pour d'autres aventures. Là, je vais aller me baigner. On coupera au montage. Pour moi, cette aventure de la descente du Rhône, à la base, c'était un projet pour les 40 ans de la radio. Il y avait une vraie volonté de réunir toutes les équipes, de réunir le maximum de personnes de la radio autour de cette descente du Rhône, puis je crois que ça a été atteint. C'est un très beau projet. Alors, tout le monde n'a pas pu y participer, certains n'ont pas voulu pour X ou Y raison, ce qu'on peut comprendre. Mais je crois que toutes les personnes qui ont participé ont pris du plaisir. Quand on voit les images, quand on voit le résultat, franchement, c'est ce que je vais retenir, c'est l'unité entre tous les services de la radio. Qui se sont mobilisés pour ce projet. C'est pas été facile, il n'y a pas eu que des bons moments, on en a plu, etc. Mais au final, je crois que c'est un souvenir qui restera. Puis j'espère que quand on en reparlera d'ici quelques mois, années, ben, ça restera comme l'un des grands moments de l'histoire de la radio. Puis on espère que les auditeurs, téléspectateurs ont pris du plaisir à suivre ces aventures. Et moi, je veux dire merci à toutes les personnes qui ont collaboré à cette descente du Rhône parce que le résultat est à la hauteur des efforts. C'est fail. Incroyable. Je vais aller serrer la main au créateur et je reviens. Surtout bonne chance. Ça fait chier. Allez, 6 minutes les gars. Quoi, c'est on va aller rejoindre là-bas. T'es tout tordu toi. Tu touches les 1 ça. Tu touches les 1. Et la délicatesse, tu connais ou ça se passe comment? Tirer en bas le machin. Merde, ça c'est des trucs de merde. C'est drôle. Franchement, c'est pas mal ça. Oh, j'arrive pas, ça tient pas quand même. C'est parce que t'as pas assez de bide. Regarde, moi j'ai assez, ça tient bien. Attends, je vais juste me mettre un coup, ça. J'ai la petite bobosse là. Ah, j'ai une gourde dans mon sac. Il y en a une sur le vélo. Avec le fils d'un prince, ou celui d'un baron, ou celui d'un baron. On verra parce que habituellement quand je mange des pâtes aux champignons, je suis toujours malade après. T'as fait exprès en fait. Pas à l'abri. C'est ça. Je suis croché. Je t'aide. Déshabille-moi. Manger du sucre. Ragusa. Ça c'est la ragoute. T'as vu le bout toi?
Lequel? Mais je suis content que tu aies apprécié que ce soit droit. Ouais, et puis juste d'être rassuré dans mon parcours, dans mon pédalage aussi. T'étais là aussi pour me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, c'était pas moi ça. Ah, c'est pas ça. C'était pas. Ça c'était dans ma tête. Ben alors on a beaucoup pédalé et on est enfin heureux d'être ici à la fabrique et à l'usine de... Non, à l'usine... Attends, c'est un petit peu comme un musée, voilà. Je reprends. Je savais. Hein? Eh oui. Désolé. C'est pas fini? Tu te lèves, Ah. Il n'y a plus d'extrait. Il voulait pas répondre à la question que vous étiez jusqu'à ici. Voilà, ça va. Tu le gardes à cette distance-là. Voilà, c'est plus facile dans ce sens-là. Moi j'ai un magnifique plan sur son cul. Parce qu'on arrivait du coup, on avait fait 90 bornes, et là on arrive à 100 bornes avec les 10 bornes. Ce qui fait 90 plus 10, 100. Bravo. Voilà. Et encore les 10 en retour, 110. 110. Ouais. Non, c'était une journée quand même éprouvante. Mais... Non, plus 20. Plus 110. 20, ouais. 90 plus 20, 110. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est délicat de se voir comme ça à l'écran. On peut faire une confidence comme ça à l'emporte-pièce? Vas-y. Bon, l'emporte-pièce, c'était une sacrée pièce, je crois quand même. Non. Non, pas celle-là. Non. Mais on était quand même, faut quand même qu'on, tu vois, nous on nous voit, mais on voit jamais le caméraman. Oui. Le caméraman, chaque fois qu'on allait manger, et pour vous dire, il commandait des menus enfants. Oui. Et il voulait des nuggets à tous les restaurants. Avec des frites. Voilà. Donc, nous, on s'est fait des super beaux repas, des belles assiettes, et lui, il osait demander nuggets frites. Voilà. Donc vraiment, heureusement que la caméra ne filme pas à l'arrière, parce que franchement, ça joue pas. Nuggets frites. On a mangé mais des trucs incroyables. Ouais, nous, du local, voilà, on a découvert vraiment le... T'as découvert de la culture. Voilà. Et c'est nuggets frites. Nuggets frites. Voilà. Coupé.